Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Vidéo au cours de laquelle je vais vous présenter les grands transits qui nous attendent pour 2025 et qui vont particulièrement concerner 4 planètes lentes, 3 essentiellement, sachant que je vais vous parler quand même de Pluton, même si Pluton rentre en Verseau là à l'automne 2024, et ce qui fait en fait de l'année 2025 vraiment une année exceptionnelle sur le plan, astrologique parce que le fait d'avoir 3 à 4 grands, transits de planètes lentes qui s'opèrent comme ça, je crois que ça n'est pas quelque chose que l'on voit, vraiment très souvent. En fait, il faut qu'il y ait vraiment une concordance de ces mouvements planétaires, puisque chaque planète a son propre rythme, a ses propres temps de cycle, et donc pour qu'elles arrivent comme ça aussi fortement à bouger en 2025, bon voilà, on peut s'attendre à ce que cette année soit exceptionnelle. Donc je vais d'abord vous parler, exposer les périodes de transit pour les planètes lentes, et je vous parlerai quand même d'une planète rapide, hein, Jupiter, et du nœud nord parce qu'ils vont également changer en 2025. Jupiter, c'est 1 an environ hein, que cette planète reste dans un signe, donc c'est quand même aussi, voilà, c'est quand même assez conséquent, même si encore une fois c'est une planète rapide. Et le nœud nord, c'est à peu près pareil. Et disons que son changement peut être aussi intéressant à étudier. Donc voilà, des grands mouvements, de grands transits planétaires qui font de 2025 une année particulière. Bon, après, quand on lit Alice Bailey, hein, le maître tibétain, il est plusieurs fois mentionné que 2025 va être une année particulièrement importante. Je vous parlerai aussi rapidement des 4 premières pleines lunes. Alors quand je dis première, c'est première à partir du mois du Bélier, hein, puisqu'on considère l'année astrologique comme démarrant en Bélier, premier signe du zodiaque. Donc ces 4 pleines lunes, on va y jeter un petit coup d'œil pour voir comment sont les configurations à ce moment-là. Donc allons-y pour les transits. Alors dans cette vidéo, je vous fais un petit peu un exposé hein, des dates clés de l'année 2025. Je vais même vous proposer un espèce de calendrier pour que vous puissiez situer ces grands changements. Et tout ça, ce document que vous avez là à l'écran, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Je l'ai un petit peu allégé pour que si vous voulez l'imprimer, vous n'ayez pas, ça ne vous coûte pas un bras en encre. Donc, alors, commençons par Pluton, sachant que, comme je vous le disais, le 19 novembre 2024, Pluton rentre en Verseau, ce qui veut dire que toute l'année 2025, forcément, il va être en Verseau. En fait, il a fini de rétrograder, puisqu'il a été en Verseau au printemps 2024, il est revenu en Capricorne à l'automne, et là, il va s'installer durablement, à savoir 19 ans en Verseau, à partir du 19 novembre 2024. Et jusqu'à la fin de l'année, hein, jusqu'au 31 décembre 2025, il va avancer jusqu'à 2 degrés 40 du Verseau. Bon, c'est pas énorme, mais c'est normal, c'est une planète lente. Donc, avant qu'elle traverse chaque décan, elle va mettre du temps. Mais c'est ça aussi qui est génial avec les planètes lentes, c'est qu'elles sont là pour faire un travail en profondeur, elles sont là aussi pour impulser des changements sociétaux, collectifs, et donc ce sont des planètes qui travaillent avec le temps. Voilà, hein, l'échelle humaine, c'est important. Donc ça veut dire aussi que ce sont surtout nos planètes du premier décan hein, qui vont être impactées par ce premier transit, cette première marche, phase de marche de Pluton en Verseau. Et donc voilà, si on a un soleil en premier décan, on va peut-être plus sensible ou plus remué par cette première phase de Pluton en Verseau. Si je reprends justement un peu les cycles hein, pour reposer un peu des bases, Pluton met environ 248 ans pour faire un tour complet du zodiaque, hein, 248 ans pour traverser les 12 signes du zodiaque. Elle a une courbe pardon, elliptique, ce qui veut dire qu'elle n'a pas une durée précise dans chaque signe. Sa durée de transit varie entre 11 et 25 ans. Elle est restée 16 ans, cette planète, en Capricorne. Et donc, comme je vous le disais, pour le Verseau, elle va y rester 19 ans, soit jusqu'au 8 mars 2043. Bon, à voir hein, ce qui va se passer d'ici là. Et par la suite, donc, elle passera en Poisson à l'automne 2043. Elle va y rester jusqu'en 2067. Bon, voilà, hein, ça paraît très très loin, hein, mais bon, on a déjà eu 16 ans de Pluton au Capricorne et on est toujours là. Donc à voir ce qui nous attend pour Pluton en Verseau. La dernière fois que Pluton était en Verseau, ce fut entre 1778 et 1798. Et en fait, ce qu'on a comme repère, hein, essentiellement à cette période-là,
c'est que c'était la période de la Révolution française et d'autres mouvements aussi d'indépendance à travers le monde. Et donc, voilà, on se dit Pluton en Verseau, bah, c'est, quand même tout l'aspect, révolutionnaire, libération, valeurs fraternelles, voilà, les droits de l'homme, hein, qui ont été, écrit à cette période. Donc il y a effectivement cette idée que l'on pourrait aller vers une libération sur le plan de valeurs, humanistes, et même sur le plan aussi de technologie parce que, un signe tel que le Verseau est très relié, à l'innovation. D'autant plus que, alors je prends un peu d'avance pour la suite, ce qui est intéressant quand on regarde les mouvements des planètes lentes, c'est qu'il y en a 2 qui concernent, les signes d'air, donc Pluton en Verseau et nous allons voir Uranus en Gémeaux, et 2 autres qui concernent un signe de feu, le Bélier, puisque donc Neptune va passer en, Bélier, accompagné par Saturne. Et donc on a quand même là des signes, des configurations qui sont quand même très favorables à la fois tout ce qui est ouverture, renouveau, changement, peut-être même chamboulement et initiation. Initiation, innovation, révolution, nouveau départ. Ce sont des énergies puissantes, hein. Le bélier fait partie des signes les plus puissants sur le plan de l'énergie dans le zodiaque. C'est un signe qui est vraiment relié à la vie. Donc il amène une nouvelle vie. Et avec le Verseau qui amène, Pluton Verseau amène la libération, quelque part, on a un peu cette idée que la vie se libère ou la vie se renouvelle. Le Verseau est très relié aussi à la notion d'abondance, hein. Le porteur d'eau, sa cruche quelque part, hein, qu'il porte sur son épaule, c'est pas tant de l'eau, hein, au sens, voilà, de l'eau, hein, d'ailleurs c'est pas un signe d'eau, hein, c'est un signe d'air, mais c'est l'eau au sens de la vie qui nourrit et de l'abondance qui fait que un peu l'image plutôt de la corne d'abondance justement que, ben voilà, on peut aussi s'assurer que, personne ne va manquer de rien. Voilà, c'est un peu ça la notion d'abondance. C'est pas en avoir des tonnes, c'est, s'assurer qu'il n'y ait pas de manque par rapport déjà à ce qui est vital, hein, le manque de nourriture, le manque d'un toit sur la tête, le manque de sécurité aussi. Donc, peut-être que Pluton en Verseau, alors attention, hein, ne va pas, commencer, déjà le règne de l'abondance, mais ça peut être le programme de l'ère du Verseau, hein, j'en ai parlé dans une autre vidéo consacrée aux ères astrologiques. Bon, une ère, c'est plus de 2000 ans, hein, donc franchement, on a le temps, hein. On le verra pas de notre vivant, quand on reviendra en incarnation par contre. Mais effectivement, on va peut-être avoir aussi des valeurs qui vont nous mettre sur, la voie de ce qui pourrait être développé, hein, pendant des centaines d'années, pendant l'ère du Verseau, pour aller vers l'abondance, la fraternité et le fait qu'effectivement on résolve des grosses problématiques humaines qui bah, déjà hein, sont inacceptables d'autres temps, mais qui existent malgré tout. Bref, donc tout ça pour dire que déjà 2025 pourrait être une période de nouveau départ. Voilà, en fait, ça va être une année pivot, il me semble. Une année où on va vraiment quitter un ancien monde pour rentrer dans un nouveau monde. On sera au début, hein, donc on se rendra peut-être même pas forcément compte hein, si on n'a pas suffisamment de recul ou si on n'analyse pas les choses en profondeur, que voilà, il y a des choses qui vont amorcer un nouveau départ, mais peut-être aussi qu'on va le vivre chacun à notre rythme et dans des sphères de notre vie où justement cette énergie un peu libératrice de Pluton en Verseau va chercher à agir et ce côté nouveau départ du Bélier va aussi peut-être impulser des démarrages ou en tout cas l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Donc Neptune va rentrer en Bélier le 30 mars 2025. Neptune, de son côté, a un cycle de 165 ans. Il met environ 14 ans à traverser chaque signe du zodiaque. La dernière fois qu'il s'est retrouvé en Bélier, ça a été entre 1861 et 1875. Il est resté en Poisson entre 2011 et 2025, parce qu'il va y revenir. Et donc, il va faire un retour dans le Poisson à l'automne 2025. Donc là, 30 mars jusqu'au 22 octobre 2025, Neptune est en, est en Bélier. Et puis donc pendant la journée du 22 octobre, il va repasser en Poisson et il va y rester jusqu'au 26 janvier 2026 où là, il va s'installer en Bélier jusqu'en 2038. Donc voilà, là aussi, hein, ça va être à long, on est presque à
13 années de, Neptune, enfin 12 ans, hein, de Neptune en Bélier, donc ça peut être vraiment une période où il va y avoir des inspirations, des intuitions pour, comme je disais, commencer des choses nouvelles, aussi bien individuellement que collectivement, hein. Donc on peut vraiment s'attendre à un renouveau, sur le plan peut-être donc, sociétal, et que ça, enfin, ça fasse bouger les choses avec des nouveaux projets, des nouvelles idées, des découvertes, encore des découvertes scientifiques, technologiques qui vont se faire pendant cette période. Oui, à mon avis, là, les 15 années, qui arrivent, elles vont être assez phénoménal, en termes d'évolution et de possibilités d'évolution. Technologique, c'est important, mais je pense que c'est vraiment au niveau de la conscience que les choses vont bouger, et qu'il va s'amorcer aussi des nouvelles possibilités pour, comme je le disais, hein, programme de l'ère du Verseau, hein, nous faire tendre vers plus de fraternité, d'équité, de justesse, de justice dans le monde. Mais ce sera le début, voilà, ce sera le début. Il y a aussi beaucoup de choses à corriger. On a commencé, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour corriger certaines choses, hein, des déséquilibres que l'on a créés. C'est peut-être aussi pour ça que certaines planètes vont rétrograder et revenir, bah, notamment dans le Poisson, hein, parce qu'il y a des choses à terminer. Donc ça, je vais vous en parler justement par rapport à Saturne. Voyons au départ, voyons avant cela Uranus, puisque donc Uranus va également quitter le Taureau pour entrer dans le Gémeaux, donc entre le 7 juillet et le 7 novembre 2025. C'est son premier transit en Gémeaux. Uranus a un cycle de 84 ans, et donc il reste à peu près 7 ans dans un même signe. Donc là, en 2025, on va l'avoir entre le 7 juillet et le 7 novembre jusqu'à 1,28 des Gémeaux, parce qu'en fait, le 6 septembre, il va commencer à rétrograder pour retourner en Taureau, donc le 7 novembre. Il va y rester jusqu'au 26 avril 2026, où là, il va s'installer en Gémeaux, et il va y rester jusqu'à 2032-2033. Donc là, on en a aussi pour plus de... voilà, enfin, 7 ans, hein, 7 ans, c'est quand même une bonne, on va dire une bonne période pour que Uranus, donc la planète des révolutions, des transformations, la planète qui en fait relie le haut et le bas, elle est là pour relier les plans spirituels aux plans les plus concrets, donc elle est là pour matérialiser des choses, et donc c'est pour ça aussi qu'elle peut provoquer de brusques révolutions. La dernière fois que Uranus était en Gémeaux, on était à la période de la Seconde Guerre mondiale, entre 41, 42 et 49. Donc il est fort possible que Uranus en Gémeaux ait participé à couper des liens pour en créer de nouveaux, sortir de situations, sortir d'un environnement aussi, et puis recréer donc des relations humaines différentes que ce qui existait avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Uranus en Gémeaux va nous faire beaucoup travailler avec Pluton en Verseau. Alors là, franchement, que les deux soient concomitante, si je puis dire, chronologiquement, c'est quand même quelque chose de vraiment particulier, parce que ça veut dire que tout le champ relationnel va être très impacté par ces deux transits, et peut vraiment nous amener à redéfinir les rapports, les relations humaines, et sur tous les plans, hein, les plans internationaux, les plans commerciaux, dans l'éducation. J'y viendrai aussi avec Jupiter en Cancer. Je ne serais pas étonnée que pendant l'année 2025, il y ait des choses qui émergent dans le domaine de l'éducation. Et donc voilà, ça va nous faire travailler les relations, ça va nous faire travailler la communication. Là aussi, hein, autant sur le plan humain, comment on communique, hein, les uns avec les autres, que sur le plan technologique, tout ce qui a trait aux moyens de communication et même au transport aussi, hein. Tout ça pourrait bouger dans les années à venir, hein. Je pense que, alors ça c'est vraiment, là c'est un point de vue personnel, ça n'a pas trop grand chose à faire, mais tant pis, je suis lancée donc j'y vais. Je pense pas que la voiture électrique ce soit l'avenir, hein. Voilà, ça c'est un point de vue personnel. Et je pense que avec Pluton et Uranus, donc Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, peut-être que l'on va faire là aussi de nouvelles, je sais pas si c'est des découvertes ou inventions, peut-être que c'est déjà découvert, mais il faut que ce soit vraiment concrètement inventé, à la fois sur le plan de l'énergie,
et à la fois sur, comment cette énergie est utilisée, notamment pour les transports. Bon, de toute façon, je vous en avais parlé, hein, dans la vidéo consacrée aux aires astrologiques. On s'attend à ce que pendant, l'ère, du, Verseau, tout ce qui touche au transport soit un peu révolutionné et que ceux-ci deviennent, plus silencieux, plus rapides. Peut-être aussi qu'on sera plus dans l'air pour le coup, hein, au niveau des transports. Peut-être qu'on va avoir la voiture volante. Enfin bon, je ne sais pas, mais effectivement, ces signes d'air, peuvent amener à la fois plus de rapidité, plus de connexion aussi et quelque part plus de légèreté, hein. Voilà, l'air, bah, ça élève quelque part. Donc à voir, mais c'est quand même quelque chose d'avoir, 2 planètes lentes qui vont, se retrouver en signe d'air. À côté de ça, donc oui, le bélier, alors le bélier, là aussi, hein, c'est exceptionnel, hein, Neptune, Saturne qui vont donc se retrouver en bélier en 2025. Saturne va rentrer en bélier le 25 mai. Il va y rester jusqu'au 1er septembre, il va y revenir par la suite. Donc Saturne a, un cycle de 29,5 années, enfin il met 29 ans pour faire le, tour du zodiaque. Il reste à peu près 2 à 3 ans dans chaque signe du zodiaque. Donc là, pour 2025, il va avancer jusqu'à 1,56 degré du bélier. Le 13 juillet, il va amorcer sa phase rétrograde pour donc repasser en poisson le 1er septembre. Donc on l'aura eu dans le premier décan pendant la période de 2025. Et ensuite, il va s'installer en bélier à partir du 14 février 2026. C'est facile à retenir, hein, ce sera pour la Saint-Valentin. Et il va y rester jusqu'au 12 avril 2028. Et la dernière fois que Saturne était en bélier, ce fut entre 96 et 99. Et pour ceux qui auraient à peu près le même âge que moi, peut-être que 96-99 a été une période de nouveau départ ou de projet important pour vous, hein. Donc, enfin moi je sais que c'est l'époque où bah, je cherchais du boulot à la sortie de la fac et bah, c'est vraiment là où j'ai commencé à rentrer dans la vie professionnelle. Et c'est ça un peu le bélier, hein, c'est les nouveaux départs qui nous permettent ensuite d'amener des développements. Autrement dit, si j'en suis là aujourd'hui, notamment sur le plan donc professionnel, mais pas que, c'est parce que ben, j'ai eu à un moment donné cette possibilité, heureusement, de démarrer ma carrière professionnelle et donc ça s'est fait pendant ce transit précédent de Saturne en bélier. Donc demandez-vous si vous n'avez pas eu, pour les plus anciens, des événements marquants entre 96 et 99, des nouveaux départs ou peut-être même un redémarrage ou un grand projet qui a pu se mettre en place. Parfois, ça marche pas toujours, hein, parce que Saturne, il y a vraiment une notion karmique avec, hein. Donc en fait, Saturne en bélier est vraiment là pour nous permettre de prendre un nouveau départ, mais s'il y a des obstacles, s'il y a des freins, bah, il faut bien commencer par travailler dessus. Donc Saturne nous met aussi face à ce qui peut bloquer afin que l'on s'en libère ou à ce qui a besoin d'être réajusté pour que justement par la suite le nouveau départ puisse se faire. Donc peut-être que ce qui n'a pas pu démarrer en 96-99, et je sais que ça fait loin, va pouvoir vraiment démarrer maintenant, hein. Je pense par exemple aux personnes qui, bah oui, ont eu on va dire, ont une carrière professionnelle, mais n'ont peut-être pas encore eu le sentiment de trouver vraiment leur place ou d'être là où elles avaient, enfin, ou là où ça les fait vibrer quelque part, ça les nourrit. Donc peut-être que ce transit de Saturne en bélier peut aider justement à régler des choses pour, réajuster sa place, au niveau d'une activité, professionnelle, hein. Il y a une notion aussi de créativité avec le bélier puisque c'est quand même le grand signe des idées, des projets. Donc voilà, donc à voir aussi, hein, ce que vous avez dans votre thème de naissance en bélier, ou en maison 1 puisque c'est la maison du bélier. Je me dis d'ailleurs que ça va être vraiment intéressant d'étudier les révolutions solaires de 2025, voilà, des personnes qui viendront me voir en consultation parce que ça va sûrement être, bah, ça va sûrement faire bouger des choses, voilà. Bon après, tout le monde n'a pas forcément envie que ça bouge, mais bon, ça ne bouge que là où ça doit bouger, hein, quelque part. Et après à voir comment on accompagne ces mouvements. Donc ça, c'était pour les planètes lentes. Maintenant, donc comme je vous le disais au tout début, je vais y rajouter Jupiter. Donc Jupiter met environ 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc ça veut dire qu'il passe à peu près un an dans chaque signe. Il va rentrer en Cancer le 9 juin 2025. Jusque-là, il est en Gémeaux.
Et donc il va être, en Cancer jusqu'au 29 juin 2026, du 9 juin 2025 au 29 juin 2026, et donc jusqu'au 24 juillet, on va l'avoir dans le premier décan, et à la fin de l'année 2025, il en sera à 21°22 du Cancer. Il aura amorcé le troisième décan, mais il va rentrer en marche rétrograde. Cette marche rétrograde, enfin, il sera en marche rétrograde, qu'il aura amorcé le 11 novembre. Et donc là, il sera à 25°9 du Cancer. Donc voilà, il va traverser, en gros, retenez qu'il va traverser les trois décans, mais que simplement à la fin de l'année, il sera revenu sur le deuxième. Non, il sera toujours en troisième décan, pardon. Et la dernière fois que Jupiter était en Cancer, ce fut de juillet 2013 à juillet 2014. En gros, le Cancer, c'est quoi? Donc, si vous écoutez mes vidéos ou d'autres vidéos d'astrologues, hein, on associe le Cancer à la famille, au foyer, aux origines, au passé. C'est aussi une puissante énergie de naissance. Les signes d'eau portent tous la thématique de mort-renaissance. Et donc, le Cancer, lui, met surtout l'accent sur la naissance. Il peut être très favorable aussi à la mise en forme, la naissance de projets. Et c'est intéressant parce que ça pourrait vouloir dire que déjà, avec Neptune et Saturne en Bélier, ben, on pourrait avoir des idées, et quand arrive Jupiter en Cancer, ben, le projet pourrait déjà se mettre en forme. Donc ça pourrait aller en fait assez vite pour un premier niveau ou un premier type de projet qui pourrait donc être initié. Et puis, ben voilà, ça peut être aussi des choses positives, porteuses, des évolutions sur le plan de l'habitation, sur le plan de la famille. Donc par exemple avec donc Jupiter en Cancer, et puis là aussi, hein, les énergies Bélier et même les signes d'air. Si on a un projet de déménagement, de construction, l'été, hein, la fin du printemps et l'été 2025 pourrait vraiment être le moment où les choses bougent. Donc on va tous déménager à partir du 9 juin 2025. Voilà, encore c'est pareil, hein, parce que c'est un projet intéressant. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi juste parce que les énergies astrologiques sont favorables. Si vous êtes bien chez vous, ne vendez pas votre habitation. Mais voilà, vous aurez peut-être des opportunités, et pour d'autres, ça peut être, je sais pas, la famille qui s'agrandit, une rencontre amoureuse, on s'installe en couple. Bon voilà, on se réconcilie aussi avec un parent, on se rapproche d'un parent, ouais, on a des bonnes relations. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous bien s'entendre avec nos proches, hein. Quand il y a des relations tendues, c'est pas parce que Jupiter rentre en Cancer que ça y est, tout se règle. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent évoluer, hein, voilà. Ça peut être un moment où les signes d'eau aussi sont très reliés à l'émotionnel, l'affect. Donc on peut être un peu plus empathique, on peut être un peu plus sensible aussi, donc un peu plus hyper réactif, voire émotif. Mais peut-être que on peut, voilà, développer une forme d'empathie qui fait que, ok, on était en tension avec tel proche, mais on peut mettre soit un peu d'eau dans notre vin, soit se rendre compte que de son point de vue, à lui, à elle, bon, ben voilà, il y a aussi des raisons de se comporter de cette façon-là. Ça ne veut pas dire tout accepter, évidemment, mais peut-être un peu adoucir les angles, ou chercher d'autres façons de rentrer en relation. Parce que là encore, hein, les signes d'air Verseau, Gémeaux peuvent nous conduire aussi à revoir comment on rentre en relation avec telle ou telle personne. Bon, le Bélier peut donner un côté entêté aussi, hein, peut dire: «Hein, moi je reste sur mon point de vue, et c'est moi qui ai raison, et l'autre il a rien compris et c'est qu'un idiot». Enfin bon, j'exagère un peu, mais voilà, on va un peu jongler entre tout ça, hein, entre le fait de dire: «OK, bon, ben, cette personne quand même, je voudrais quand même qu'on s'entende bien». Voilà, on se voit quand même régulièrement dans les repas de famille, donc bon, on peut aussi travailler à développer de meilleures relations. Donc pour le Cancer, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la dernière fois que Jupiter était en Cancer, ce fut de juin 2013 à juillet 2014. Donc voilà, à voir si à cette période-là, vous avez vécu des choses plus ou moins intéressantes, sympathiques, sur le plan, comme je vous le disais, de la famille, du foyer, de l'habitation. C'est aussi toute la notion d'origine et de passé, et même de tradition. Donc ça peut être un moment aussi où on revient un peu sur l'histoire de sa famille, ou l'histoire tout court, hein. On peut s'intéresser à l'histoire, mythologie,
archéologie, on va réexplorer le passé familial ou le passé de manière générale. Donc il y a peut-être des choses aussi du passé qui peuvent remonter avec Jupiter en Cancer. On peut voilà, faire s'intéresser à la psychogénéalogie, la généalogie, euh, tout ce qui voilà, tout ce qui a trait un peu à des traditions, des coutumes, des savoirs anciens. Il y a peut-être des choses aussi qui peuvent revenir du passé, mais avec les configurations que l'on a, Uranus en Gémeaux, le Bélier, Pluton en Verseau, peut-être qu'on peut retrouver des choses du passé, mais avec l'aspect innovant, hein, comment on revoit, c'est pas réformer, hein, c'est vraiment innover, mais quand même en s'appuyant sur le passé. Donc on va peut-être retrouver aussi des savoirs, des connaissances, des sagesses anciennes pour les actualiser, les adapter et amener de véritables innovations. Et puis le cancer, il a quand même un lien fort aussi avec l'éducation. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je ne serais pas étonnée que pendant tout ce transit de Jupiter en cancer, au vu des autres configurations présentes, ça soit un moment, cette période donc 2025 et pour le coup aussi 2026, jusqu'au 29 juin 2026, qui soit propice peut-être à des évolutions dans le champ de l'éducation. Et là, toujours pareil, hein, au niveau mondial, hein, on n'est pas qu'à notre niveau à nous, hein, ça peut amener dans n'importe quel pays des évolutions sur le plan de l'éducation. Pour certains pays, ça peut être plus d'accès à l'éducation, voilà, vraiment mettre l'accent sur l'éducation pour tous, de l'inclusivité aussi avec le Verseau, l'accès à l'éducation et même à tout âge, tout niveau social, tout moyen financier, l'accès à l'éducation peut devenir aussi encore plus universel, si je puis dire. Il y a quand même beaucoup de pays hein, qui mettent vraiment l'accent sur l'accès à l'éducation, mais c'est pas forcément encore facile pour tout le monde, même en France ou dans d'autres pays. Un adulte qui veut reprendre une formation pour une reconversion ou autre, bon, il y a la possibilité de le faire, mais des fois c'est un peu le parcours du combattant quand même. Donc peut-être qu'il y a des choses qui pourraient évoluer dans ce sens-là, et peut-être même que carrément les méthodes, et la philosophie, la façon dont on perçoit l'éducation, qu'est-ce qu'on transmet, comment on transmet et dans quel objectif on transmet. Est-ce qu'on transmet pour faire d'un enfant un futur citoyen bien inséré, ou est-ce qu'on transmet pour accompagner le développement du potentiel, des capacités de chacun. Enfin, voilà, il y a des questions comme ça un peu fondamentales qui pourraient être posées et faire qu'on reprend un peu aussi les bases de l'éducation, et on amène de nouvelles possibilités, de nouvelles structures. Donc voilà, mise en forme de projet, champ de l'habitation, de la famille, éducation, Jupiter en Cancer nous promet des évolutions à ce niveau-là, surtout encore une fois soutenues par les configurations présentes. Bon, je vous proposerai hein, des vidéos sur l'interprétation de Jupiter en Cancer dans chacune des 12 maisons du zodiaque. Donc après, vous verrez si justement par rapport à vous, notamment votre révolution solaire, ça va vous parler, vous évoquer des choses. Donc deuxième passage important, le nœud nord, puisque le nœud nord va rentrer en Poisson début d'année, le 12 janvier. Donc il est pour 2024 en Bélier. Donc c'est assez particulier hein, les nœuds parce qu'ils font un mouvement à rebours. Donc en fait, hein, on a l'impression qu'ils remontent les signes, enfin oui, qu'ils remontent les signes du zodiaque. Et donc en fait, il va rentrer par le troisième décan du Poisson. Entre le 12 janvier et le 11 juillet, il va être dans le troisième décan des Poissons. Et ensuite, entre le 11 juillet 2025 et le 15 janvier 2026, là, il va se retrouver dans le deuxième décan des Poissons. Et ensuite, il passera dans le premier décan. Et donc, effectivement, on va changer d'ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, alors évidemment, il y a des mouvements, hein, puisque Saturne va revenir aussi en Poisson. Mais quand on regarde Pluton en Verseau, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, Saturne en Bélier, on n'avait plus de Poisson. Alors que là, actuellement, enfin 2024, on est quand même très marqué tous hein, par le Poisson, puisque il y a encore Saturne et Neptune qui s'y trouvent. Et donc là, on a à nouveau le Poisson qui est sollicité par le nœud nord et qui donc nous donne une direction. Et ce nœud nord en Poisson peut nourrir justement le développement de certains idéaux élevés. Hein. Il y a un côté vraiment transcendant, universel chez le Poisson. C'est quand même aussi le signe des sauveurs. Donc peut-être aussi qu'il va nourrir ou mettre
dans la direction des du sauveur ou nous montrer ce qui en nous a peut-être besoin d'être guéri, sauvé, mais aussi comment on peut peut-être utiliser nos capacités, nos qualités pour amener, des choses, positives dans ce monde, hein. Le être un sauveur, c'est être un contributeur au beau, au bien, au vrai, dans le monde et chacun, on peut le faire à notre niveau, à notre mesure, pas besoin non plus de placer, la barre hyper haut. Mais effectivement, il nous met, dans la direction, de ce que l'on peut peut-être développer de meilleur en nous pour apporter quelque chose de encore une fois, de positif, de bénéfique dans ce monde. Et puis, il développe aussi, comme je disais, des grands idéaux, une certaine empathie toujours, hein, avec les signes d'eau, peut-être aussi un travail pareil, hein, de libération. Alors c'est vrai qu'on en a peut-être un petit peu marre avec, Saturne, Neptune en Poisson, hein, je vous le dis souvent dans mes vidéos, hein, Saturne, Neptune en Poisson, qu'est-ce qui est à nettoyer, de quoi on a à se libérer? Qu'est-ce qui est, peut-être un peu trop vieux, l'inertie, les inhibitions, c'est ça que nous font, travailler, Neptune et Saturne en Poisson. C'est vraiment aller en c'est presque on passe le Karcher pour, enlever, décrasser, le plus possible. Donc ça fait un moment au niveau, individuel et au niveau collectif, hein, qu'en fait on est en enfin on tourne un petit peu le dos, on essaye de conclure un cycle assez long, hein. C'est le cycle aussi de l'ère des poissons, donc oui, c'est long, hein. Comme je disais, c'est plus de 2000 ans, une ère. Donc cette ère des poissons, elle se termine, mais elle en met un moment à se terminer. Et chacun d'entre nous aussi, on est invité à conclure des choses, à se débarrasser, à s'alléger, voilà, vraiment, se défaire aussi bien au niveau peut-être des émotions refoulées, enfouies, des schémas cristallisés, des histoires du passé encombrantes, de tout ce qui en fait nous freine et nous inhibe, pour bien aussi accueillir le bélier, pour pouvoir être libre de démarrer des choses. Et donc c'est vrai que voilà, on est depuis un moment dans ce travail-là et le nœud nord en poisson peut plutôt. Alors oui, peut-être qu'on va, et surtout que Saturne va revenir en poisson, peut-être qu'on verra aussi ce qui reste encore à, mmh, à désencrouter, si je puis dire, là où on a encore un travail de libération, à faire, d'allègement, mais peut-être que, le nœud nord en Poisson peut aussi nous guider vers, oui, vers ce qu'il y a de plus beau, à l'amour aussi, hein, puisque c'est quand même un des grands signes qui est relié à l'amour, le Poisson. Il est très sensible naturellement, hein, peut être très romantique, hein, le poisson. Mais voilà, c'est un amour qui, pour être bien vécu, a besoin aussi d'être libéré, a besoin de libérer d'entraves, d'un certain pathos aussi dans lequel il tombe assez facilement, parce qu'il est trop hermé, trop éponge quelque part, il absorbe tout. Donc voilà, on va être invité à prendre la direction de l'amour avec un grand A, mais on va voir si on en est tout à fait capable ou si on n'est pas encore, comme je disais, un peu encombré ou rattrapé par des choses du passé qui nous alourdissent. Autre événement majeur, dont je parle là très brièvement, mais qui sera peut-être réévoqué par la suite en 2025, c'est le retour du rayon 4. Le rayon 4, selon donc les livres d'Alice Bailey, l'enseignement du maître tibétain, c'est un rayon d'harmonie par le conflit. On peut mettre l'accent d'ailleurs actuellement sur le conflit. Donc l'objectif, c'est de traverser tout ce qui est en dualité, en opposition, conflictuel, afin de tendre vers l'harmonie. Et donc, quand on dit que le rayon 4 revient en incarnation en 2025, il faut se dire en fait qu'il est déjà présent. Mais comme je le disais dans ma vidéo sur les aires astrologiques, un rayon ou justement des énergies astrologiques arrivent par plan. Elles descendent les différents plans de l'incarnation. Donc, premier plan pour nous, en tout cas perceptible, hein, c'est le plan mental. Ensuite, ça descend au niveau du plan émotionnel pour arriver jusqu'au plan physique, hein, le plan le plus dense. Et donc 2025, c'est le retour du rayon 4 sur le plan physique. Mais il est déjà présent au niveau, on va dire, des plans mental et émotionnel. Ce qui veut dire que on vit déjà énormément de conflits avant d'arriver à l'harmonie. Et on le voit en fait, hein, on le voit à tous les niveaux, hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'opposition homme-femme, par exemple. C'est quand même très tendu, hein, les relations hommes-femmes. Il y a aussi les conflits ou les oppositions entre générations,
hein. Là, c'est pareil, je crois qu'on n'avait jamais, avant dans le passé, donné et catégorisé comme on le fait, depuis quelques années, les générations, hein. On va parler des boomers, on va parler de la génération X, Y, et cetera, et en fait, on a l'impression que chaque génération, bon, je caricature un peu en disant ça, hein, a tellement son monde à elle que c'est compliqué pour les autres générations enfin, c'est compliqué de se comprendre entre générations. Donc voilà, on a ce côté un peu dualité. Alors je vous parle pas des partis politiques, des courants de pensée, des pays entre eux aussi, hein, qui rentrent en conflit, hein. C'est un rayon qui peut faire émerger les tensions, accentuer les tensions qui existent déjà, et donc ça peut monter, aller loin, hein, donc provoquer aussi, des guerres. C'est pas l'objectif, hein, du rayon 4, hein, il n'est pas là pour amener, le conflit armé ou les querelles, et cetera. Simplement, il fait ressortir ce qui est trop, enfin, ce qui est en tension, en opposition, mais dans le but de trouver une harmonie, dans le but que, justement, hommes et femmes, on règle nos différends, et puis plus peut-être aussi de respect, l'un, envers les autres, que même les générations, on voit ça comme une richesse, et quelque chose aussi qui fait partie de la nature humaine, et voilà, quelque chose, une force, hein, quand on travaille ensemble, voilà, c'est effectivement de dépasser les clivages, de dépasser ce qui nous oppose en apparence, de dépasser aussi le c'est moi qui ai raison, c'est que toi qui as tort, etc., etc. Donc le rayon 4 a cet effet-là d'accentuer au départ les conflits, et même en nous, hein, c'est tous nos conflits intérieurs entre j'ai envie d'eux, mais j'ai peur que, ou j'aimerais, oui, mais vraiment, est-ce que c'est juste? Voilà, c'est tout ça, hein, les conflits. Et donc, c'est vrai que tout est accentué, y compris nos propres conflits internes, hein. J'ai la foi, mais le doute est là aussi. Comment on arrive à trouver l'harmonie, c'est quand même un grand objectif, et c'est vers ça que nous mène le rayon 4. Et donc le fait qu'il vienne là en incarnation physique à partir de 2025, ben voilà, là aussi c'est pareil, ça peut être un moment pivot où petit à petit, je pense aussi parce qu'à un moment donné il va y avoir un ras-le-bol, hein, on dépose un peu les armes et on se dit bon, ok, on va essayer autre chose parce que là les conflits, c'est bon quoi. Donc on arrive à glisser vers la recherche vraiment active d'harmonie, et non pas plutôt chercher à se prendre le bec ou à empirer un conflit existant. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette première partie. En fait, il y a 3 parties, hein, dans cette vidéo. Deuxième partie, je vais aller assez vite, hein. Je vous ai, enfin, j'ai créé comme ça un petit calendrier sur l'année 2025 qui reprend les grands changements de transit. Alors, je remets pas quand une planète revient dans un signe dans lequel elle était précédemment, et je ne mets pas les planètes lentes, hein, pas mis le Soleil, Vénus, Mercure, mais en fait, j'ai mis tous les transits là que j'ai évoqués dans la première partie. Et donc ce document, vous pouvez le télécharger. J'ai enlevé les couleurs pour que ça vous coûte pas un bras en encre, si vous voulez l'imprimer. Et donc voilà, première partie, donc calendrier sur 2 pages, janvier à juin, qu'est-ce qu'on a de nouveau qui arrive dans l'année? Donc j'ai mis Pluton en Verseau, qui aura donc, comme je vous le disais, démarré en novembre 2024, mais qui va donc être évidemment, hein, toute l'année présent, puisqu'il est là pour un petit moment. En début d'année, le nouveau transit qu'on a, c'est donc le nœud nord qui quitte le Bélier pour entrer le 12 janvier en Poisson. Donc vous voyez, hein, c'est la ligne orange, donc pareil, hein, il va nous suivre pendant toute l'année 2025. Ensuite, en avril, non, même fin mars, le 30 mars, un petit bout de mauve là, au bout du mois de mars, vous avez donc nous avons l'entrée de Neptune en Bélier. Donc là, voilà, on va le suivre en rose, hein, pendant l'année. Enfin, c'est la couleur que j'ai choisie. Ensuite, en mai, c'est Saturne qui rentre en Bélier le 25 mai. Et puis en juin, c'est Jupiter qui arrive en Cancer vers le 10, hein, si je l'ai bien situé. Voilà. Et donc on voit, hein, que petit à petit, ça se rajoute, hein, les couleurs quelque part. Alors je vous dis pas la page d'après. Donc là, la page d'après, c'est presque l'arc-en-ciel. Puisque nous allons avoir en plus en juillet donc Uranus qui rentre en Gémeaux le 7 juillet. Et ensuite, qu'est-ce qui change? Donc, alors oui,
Si, je pense je ferai des vidéos par la suite. Alors il y a mes vidéos, de la semaine, hein, mais je pense que l'été, l'été, 2025, il y a quand même des trucs qui peuvent se passer, voilà. Bon, en général, l'été, surtout en France, c'est plutôt une période calme parce qu'on est en vacances, mais je sais pas, ouais, juillet 2025, il y a tellement d'influences entre celles qui auront déjà commencé un petit peu à se faire sentir depuis le début de l'année et celles qui vont arriver en plus là, en juillet comme Uranus, enfin Uranus en Gémeaux, donc à partir de juillet, ça pourrait être quelque chose d'assez fort. Et ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? Donc août, août, rien de nouveau. On est sur effectivement Pluton en Verseau, nœud nord en Poisson, Neptune en Bélier, Saturne en Bélier, Jupiter en Cancer, Uranus en Gémeaux. Ce qui change en septembre, c'est que tout début septembre, Saturne quitte le Bélier pour revenir en Poisson. Donc je l'ai pas mis hein, qu'il repasse en Poisson, mais vous aurez compris qu'il ne sera plus en Bélier jusque quasiment à la fin de, oui, jusqu'à la fin de l'année. Il y revient l'année prochaine, 2026. Également Neptune qui va repartir en Poisson, quitter le Bélier à la fin du mois d'octobre, le 22 octobre 2025, et Uranus qui va repartir aussi en Taureau fin novembre, non, début novembre, le 9, le 8, le 9, pour donc retourner en Taureau un petit peu et revenir ensuite plus durablement en Gémeaux. Donc en fait, hein, si on regarde bien, la période où on a vraiment toutes les planètes dans ces nouveaux transits, c'est à partir du 7 juillet et tout le mois d'août. Ensuite, septembre, on va avoir, alors septembre, oui, comme c'est tout début septembre, on va avoir Saturne qui repart en Poisson, mais ça peut aussi bouger, hein. Mais voilà, c'est vraiment l'été où, je sais pas, il y a une concomitance au niveau de ces nouveaux transits. Enfin, c'est assez, c'est quelque chose. Donc à voir, à surveiller individuellement, collectivement, juillet, août 2025, ce qui pourrait bien se produire. Alors dans nos consciences hein, déjà, mais peut-être aussi acté hein, dans la vie quotidienne. Et donc, je voulais aussi balayer rapidement, puisque c'est pareil, hein, j'y reviendrai par la suite, en fait, les 6 premières pleines lunes de l'année astrologique, donc en partant du Bélier. Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours pareil, hein, quand on lit Alice Bailey, enseignement du maître tibétain, on s'aperçoit, enfin, on voit que les pleines lunes sont les moments de pic spirituel dans chaque mois. C'est vraiment des périodes où les énergies vibratoires astrologiques sont les plus élevées, et là aussi où il y a des opportunités. C'est une porte qui s'ouvre, en fait, une pleine lune. Donc ça dure 2 jours, 2-3 jours, hein, non, ça dure plutôt 5 jours. 2 jours avant la pleine lune, le jour de la pleine lune, 2 jours après. C'est des moments forts et des moments dont on peut aussi capter, se charger et redistribuer ces énergies astrologiques, enfin ces énergies planétaires qui sont donc particulièrement élevées. Et ça correspond à des grandes fêtes spirituelles, soit connues et fêtées à travers le monde, soit pas encore vraiment fêtées. Donc si vous prenez par exemple la pleine lune du mois du Bélier, où donc le soleil est en Bélier et la lune, elle, est en Balance, hein, c'est à chaque fois c'est un axe, hein, ça correspond à la fête de Pâques, tandis que la pleine lune du mois du Taureau, où la pleine lune est en Scorpion, là on est sur le Vesak, une fête plutôt bouddhiste, hein, mais qui est aussi fêtée à travers le monde. Et là on est sur donc deux grands pics, de grands sommets spirituels. Surtout les 3 premières pleines lunes du printemps, on dit que les pleines lunes suivantes sont un peu des prolongements, des concrétisations, des affinements, peut-être aussi des 3 premières pleines lunes de l'année astrologique. La troisième du printemps, donc c'est la pleine lune du mois des Gémeaux, où donc elle se trouve là en Sagittaire, et qui correspond à la fête spirituelle de la bonne volonté, qu'on peut appeler aussi la fête de l'humanité. Alors autant Pâques, ça correspond à l'énergie christique, Vesak, c'est le Bouddha,
et donc l'humanité est concernée particulièrement dans le sens où c'est une pleine lune en Gémeaux qui est faite justement aussi pour rassembler et faire travailler, ensemble, l'humanité, qui, accompagne, volontairement, le travail divin quelque part, hein, pour dire les choses simplement. Donc voilà, ça ce sont les dates donc pour 2025, mais évidemment, hein, chaque année les dates, changent. Il faut regarder les calendriers, lunaires pour, repérer quand est-ce qu'ont lieu chaque année les pleines lunes et donc ce sont des moments, propices à, d'intenses méditations, de groupe. Alors quand je dis méditation de groupe, hein, c'est pas forcément qu'on se retrouve, en groupe. On peut, hein, ça facilite le fait de méditer, mais c'est juste qu'on se connecte par la pensée à tous ceux qui méditent, à ce moment-là, à l'heure de la pleine lune idéalement, hein, pour faire un travail où, comme je le disais, on va se mettre en contact avec ces énergies spirituelles, avec leurs thématiques, hein. Donc voilà, Pâques, on est sur la résurrection, la vie christique, on est sur vraiment les énergies spirituelles les plus élevées, hein. Le bélier, comme je disais, on est sur le plan, les idées, le dessein divin. Le taureau, on va être sur tout ce qui est illumination, mais aussi ce côté aussi dépassement de la matérialité, incarner ce qui est juste, ce qui est beau, mais au sens spirituel du terme. Et puis donc après, le gémeaux, c'est vraiment rechercher le plus possible, hein, l'unité humaine, c'est la connexion entre tous les serviteurs du monde, tous ceux voilà, qui travaillent sans forcément, et d'ailleurs majoritairement, se connaître ou se rencontrer au cours de la vie, mais parce qu'on est sur les mêmes valeurs, on est sur les mêmes objectifs, voire sur un niveau de conscience proche, on est quelque part connectés les uns aux autres. Et donc c'est intéressant de voir comment les configurations évoluent pendant cette année au moment des pleines lunes. Donc quand on sera sur la pleine lune du mois du Bélier, donc qui correspond à la période de Pâques, hein, mais Pâques va pas forcément tomber cette date-là parce que c'est pas choisi pour être en concordance avec la pleine lune, et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça que ça a été fait. On s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de planètes en Poisson, puisqu'on a à ce moment-là encore Saturne qui s'y trouve, alors que Neptune sera au tout début du Bélier, et on a aussi Vénus et le nœud nord en Poisson, donc vraiment encore une fois, hein, comme je le disais, et Mercure, un peu cette ambiance énergie des sauveurs, quoi, énergie christique, c'est vraiment ça avec le Poisson quand même, hein. Et en même temps, on est quand même dans le mois du Bélier, donc nouveau départ. Donc peut-être aussi nouveau départ par rapport à cette énergie d'amour, cette énergie des sauveurs qui va s'incarner différemment ou qui va mener un renouveau. Voilà, peut-être qu'on est destiné à devenir tous des sauveurs quelque part. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire du bénévolat, de l'humanitaire ou enfin, c'est pas ça qui est attendu, mais c'est que à travers notre créativité, notre activité, notre quotidien, on soit inspiré par des qualités et des valeurs supérieures, quoi. Voilà, c'est le chemin que l'on peut prendre, même si encore une fois, on en est très très loin, individuellement et collectivement. Mais voilà, c'est cette peut-être impulsion pendant la pleine lune à davantage prendre conscience de l'importance que cela peut avoir, comme de l'importance d'avoir aussi des idéaux élevés, des valeurs supérieures, pour pouvoir effectivement après s'en imprégner, hein. Avec le poisson, on est dans l'imprégnation, et dans le bélier, on est dans le renouveau, nouvelle possibilité qui s'offre à nous et dans le monde. Donc là, Pluton, évidemment, sera en Verseau. Jupiter est encore en Gémeaux, hein, à cette date du 13 avril. Uranus est encore en Taureau. Bon, et pour les planètes rapides, on a Mars en Cancer. Voilà, donc après, quand on regarde la pleine lune du mois du Taureau, ce qui a changé, donc nœud nord, alors ce qui n'a pas changé, nœud nord Saturne toujours en Poisson, Neptune avance, hein, tout doucement, tranquillement en Bélier. Vénus est donc passée aussi en Bélier, donc là c'est une planète rapide, donc c'est normal, hein, d'un mois à l'autre elle change. Mercure sera en Taureau avec le Soleil et Uranus. Donc là, encore une fois, un travail
d'illumination, de compréhension, de dissipation des mirages, peut-être aussi d'ancrage quand même, hein, parce que voilà, on capte des énergies élevées, mais il faut aussi qu'elles descendent, donc il faut aussi les ancrer dans la réalité et dans le quotidien, donc c'est un peu le rôle aussi du taureau que de faire ça. Jupiter sera toujours en Gémeaux, Mars sera passé en Poisson, et donc la pleine lune sera en Scorpion. Donc ben voilà, on est aussi encore dans l'ambiance très Poisson, Bélier, Taureau, très marquée. Donc une pleine lune du mois du Taureau qui peut inciter aussi à ouvrir les yeux sur le passé qui t'a dépassé et ce qui est à nourrir pour ouvrir sur de nouvelles possibilités, et comment on peut aussi justement avec le taureau qui est aussi une énergie nourricière soutenir, accompagner ce renouveau qui est attendu en 2025, à partir de 2025. Donc pleine lune du mois de juin, donc là on a Saturne qui est également passé en Bélier, et donc on a une conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Le nœud nord est toujours en Poisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben là on a Jupiter qui est passé en Cancer, donc la pleine lune est en Sagittaire. Donc là on a quelque chose qui est qui met l'accent quand même vraiment aussi sur le renouveau de l'humanité, hein. Saturne, Neptune en Bélier, c'est comme si cette pleine lune allait nous dire: allez l'humanité, maintenant tu prends un nouveau départ, quoi. Maintenant ou tu accélères les choses, parce que c'est ça aussi, hein, l'ère des Gémeaux et l'ère du Verseau, plus le feu du Bélier, sans oublier qu'il y a aussi Mars, il y aura Mars en Lion. Ben, on peut aussi souffler sur les braises de ces ces valeurs supérieures ou ces inspirations élevées pour accélérer un petit peu le mouvement et dire bon allez, maintenant on avance vraiment, quoi. Voilà. On arrête de tergiverser, on arrête d'espérer, juste espérer, et de ne pas bouger. On y va, quoi. Voilà, on y va. Hein, surtout que Uranus sera encore en Taureau, donc toujours pareil, hein, cette idée aussi d'ancrer les choses, on y va. Et donc après, si on continue, bon là je vais passer plus rapidement, puisque encore une fois j'y reviendrai par la suite. Fête spirituelle de la pleine lune du mois du Cancer, où la pleine lune se trouve donc en Capricorne. Bon là, effectivement, hein, Jupiter a bien avancé déjà en Cancer. Uranus vient de rentrer tout juste en Gémeaux. Je crois que c'était le 7 juillet, je me souviens plus ce que je vous dis. Donc voilà, on est vraiment au début d'un Uranus en Gémeaux. On a Saturne, Neptune toujours en conjonction en Bélier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre de différent? Mercure se trouvera en Lion à ce moment-là, donc on a quand même pas mal de feu, hein, pour un mois d'eau, pour le mois du Cancer. On a donc évidemment pas mal d'air, hein, avec Uranus, Vénus en Gémeaux, Pluton en Verseau, donc ça c'est, enfin je sais pas, ça peut vraiment bouger encore une fois cet été 2025. Bon voilà, on verra bien, hein, on verra, mais il y a une dynamique, il y a une ouverture, il y a une stimulation à bouger, à faire bouger les choses. Donc bon, ça pourrait être un été en mouvement quelque part. Et puis le renouveau, hein, du Bélier qui là pour le coup avec Saturne et Neptune qui s'y trouvent est quand même bien marqué. Et puis le nœud nord, hein, qui est donc en Poisson, qui nous connecte, hein, comme je le disais, à ces idéaux supérieurs, à cette énergie d'amour, et qui nous demande aussi d'être inspiré ou d'être connecté à une source supérieure à nous-mêmes, quoi. De sortir un petit peu de nous, d'aller vers ce qui est plus grand, vraiment plus grand que nous. Pleine lune du mois du Lion. Alors, elle est reconnue comme étant une des pleines lunes de l'amour aussi, parce que l'axe Lion-Verseau est un axe qui est relié à l'amour au sens de l'âme. Donc conscience, âme. J'en parle aussi souvent dans mes vidéos consacrées au Lion ou au Verseau. Les deux grandes fêtes de l'amour sont fêtées pendant le mois du Verseau, c'est la Saint-Valentin. Et pendant le mois du Lion, vous avez la Saint-Amour. C'est pas pour rien que ça tombe pendant ces périodes-là, même si c'est vécu à un niveau très humain et très sentimental. Mais derrière, il y a une symbolique spirituelle. Et donc, le soleil en Lion et la pleine lune
en Verseau nous incite aussi à élever justement vibratoirement notre capacité à aimer pour qu'elle soit plus inclusive, plus juste, moins égocentrique, et cetera, et cetera. Mais en même temps, c'est aussi, inviter à s'aimer soi-même d'une façon aussi, plus juste et plus inclusive. Donc on a, des configurations aussi très intéressantes. Alors, on a aussi des tensions, hein, c'est vraiment intéressant comme ça change quand même d'un mois à l'autre. Mais on a une invitation à une forme aussi vous voyez un peu le dessin, de l'enveloppe là qui est formé, entre les 4 lignes bleues et une croix, une espèce de croix rouge au milieu. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de un message, une enveloppe, qui contient une lettre qui peut nous être adressée, pour, peut-être comme je disais, hein, pour aller vers plus d'amour et renouveler aussi avec le Bélier, hein, notre capacité à aimer, même si on sera mis en tension par rapport à ça, mais bon, c'est une tension, hein, que d'évoluer au-delà de l'amour égocentrique, ou la vision personnelle de l'amour pour aller vers une façon d'aimer qui soit plus inclusive, hein, ça va nous mettre forcément en tension. Il y a aussi des beaux triangles, hein, d'ailleurs au niveau des signes d'air, puisque donc entre Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux et Mars en Balance, il y a un magnifique triangle, un trigone. Donc là, il y a aussi des choses, hein, peut-être un élan de coopération aussi, qui pourrait voir le jour autour de cette pleine lune. Bon, pareil, à voir, il faudra y revenir, hein. Là vraiment, c'est un survol, il faudrait que je prenne plus de temps pour décoder tout ça. Et si on regarde donc pour, l'automne, alors là, on a, les planètes telles que Saturne et Neptune qui seront, rentrées en rétrogradation, déjà, pour Neptune, juillet est déjà en rétrogradation. Saturne rentre, par la suite aussi, dans sa phase rétrograde et donc elles repartent vers le Poisson et au moment de la pleine lune du mois de la Vierge, pleine lune en Poisson, à ce moment-là, Saturne est reparti dans le troisième décan du Poisson. Et en même temps, on est sur cet axe, hein, Vierge-Poisson, donc peut-être aussi un axe qui nous demande encore une fois à regarder s'il n'y a pas encore des choses qui résistent, des choses qui encombrent, qui sont un peu lourdes à porter. Et en même temps, il peut y avoir aussi déjà une idée un peu de récolte, parce que le mois de la Vierge, hein, c'est la période de l'automne où on est en plein dans la saison des récoltes. Donc à voir ce qui pourrait être récolté, puisque comme je le dis toujours pareil, hein, souvent dans mes vidéos, la récolte de la Vierge, elle découle de ce qui a été nourri, enfin semé, nourri pendant les mois précédents, hein, même à partir de janvier, mais surtout au printemps. Qu'est-ce qu'on aura accueilli en nous, qu'est-ce qu'on aura fait germer, comment on s'en sera occupé. Et septembre, ça peut être un moment, de toute façon c'est des signes de la croix mutable, donc c'est aussi des signes un peu de passage, de changement, donc ça peut être des moments aussi où on pourra sentir des changements aussi palpiter en nous, changements sur le plan de la conscience, mais peut-être aussi envie de changements très concrets, et donc à voir en fonction de ce qui aura été encore une fois nourri, encouragé pendant les mois précédents. Mais cette récolte pourrait être intéressante parce que justement, elle va être soutenue par des énergies un peu nouvelles par rapport à ce qu'on avait précédemment, à ces premiers donc transits qui vont se renforcer par la suite, hein, quand Saturne et Neptune vont vraiment s'installer en Bélier. Voilà, ça va accélérer les choses, mais peut-être qu'on aura contacté, on aura été inspiré, et donc en même temps, la Vierge c'est pas toujours facile parce que ça fait remonter le doute, hein. C'est ok, j'aimerais, j'ai envie d'eux, mais voilà, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais être capable de? Est-ce que c'est pas prendre un risque, etc., etc. Mais n'empêche que voilà, si on a des inspirations et des intuitions, peut-être que la période du mois de la Vierge, hein, et autour de la pleine lune particulièrement, pour être un mois où on va se questionner vraiment sur les changements que l'on peut opérer en soi et dans sa vie. Et peut-être qu'il va y avoir aussi une histoire justement d'engagement, hein, par rapport à des changements importants, surtout que Jupiter étant donc en Cancer, et ayant bien avancé déjà en Cancer, il n'est pas encore dans sa phase rétrograde, il peut nous inciter aussi à amener à la naissance des idées, des envies qui auront donc germé dans les semaines et mois précédents.
Voilà, voilà ce que j'avais donc à vous proposer sur cette première vidéo consacrée aux configurations astrologiques de 2025. Comme je vous le disais, j'y reviendrai, hein, puisque je reprendrai, chacune de ces, nouveaux grands transits pour étudier, dans chaque maison, voilà ce que ça peut donner comme influence. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, et surtout personnaliser, hein, vos questions, pour, bah, me consulter, hein, pour une révolution solaire notamment. C'est quand même bien de commencer par son thème de naissance. Ça pose les bases, mais bon, on peut faire la révolution solaire sans avoir fait le thème ou l'avoir fait avec quelqu'un d'autre évidemment, un autre astrologue. Donc vous trouverez sous, cette vidéo le lien pour télécharger le document ainsi que, ben, le lien pour accéder à mon offre de service et pour prendre rendez-vous si cela vous intéresse de bénéficier d'une consultation. En tout cas, je pense que ça peut être vraiment intéressant, que ce soit avec moi ou avec un autre professionnel de l'astrologie, de vous pencher sur, ce qui vous attend un petit peu en 2025. Mais bon, vous avez le temps, hein, d'ici là. Déjà, voir pour ceux qui ont leur anniversaire encore là en 2024, et puis, bah, peut-être aussi, oui, début 2025. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, plein de belles choses pour la suite, à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de astrologie et merci de votre écoute et de votre présence sur ma chaîne. À bientôt.